Je m'appelle Marguerite. J'ai 83 ans. J'étais assise dans le cabinet de mon médecin quand la réceptionniste l'a dit. Elle ne me parlait pas, elle parlait de moi, à une autre employée de l'autre côté de la salle. Elle pensait que je ne pouvais pas entendre. « Est-ce que quelqu'un vient la chercher ?» L'autre femme a jeté un coup d'œil à mon dossier. « Je ne vois personne d'inscrit. » À son âge, on s'attendrait à ce que la famille... Je suis restée assise là, mon sac à main sur les genoux, fixant un magazine que je ne lisais pas. Mes mains étaient stables, mais quelque chose en moi s'est figé. À son âge, on s'attendrait à ce que la famille... J'avais 3 enfants, 9 petits-enfants, une sœur à 2 régions d'ici qui envoyait encore des cartes de Noël. Et pourtant j'étais là, seule dans une salle d'attente, plainte par des étrangères qui supposaient que j'avais été oubliée. La vérité, c'est que je n'avais pas été oubliée. Ma fille Léa avait proposé de venir. Mon fils David avait dit qu'il pouvait réorganiser sa matinée si j'en avais vraiment besoin. Mais j'avais dit non. Je leur avais dit que ça allait, parce que c'est ce que je disais toujours. Et ça allait, pour la plupart. Mais ce moment, assise là, écoutant 2 femmes discuter de mon manque de soutien visible, comme si c'était le symptôme de quelque chose de triste, j'ai réalisé quelque chose que j'évitais depuis des années. Peu importe combien ma famille m'aimait, ils ne pouvaient pas être partout. Ils ne pouvaient pas mettre leur vie en pause chaque fois que j'avais besoin de quelque chose de petit. Et plus important encore, je ne pouvais pas continuer à prétendre qu'attendre qu'il se présente était la même chose qu'être préparé. J'ai quitté ce cabinet avec une ordonnance dont je n'avais pas besoin et une question dont je ne pouvais me débarrasser. Si quelque chose tournait vraiment mal, qui serait vraiment là? Pas qui m'aimait, pas qui avait de bonnes intentions. Qui se présenterait? Cette question m'a hantée pendant des semaines. J'ai commencé à faire attention. Pas d'une manière amère, je ne comptais pas les points, mais j'ai remarqué des choses que j'avais ignorées. Comment mon fils Michel appelait tous les dimanches, mais les appels devenaient plus courts chaque année. Comment ma fille Suzanne me rendait visite pendant les fêtes, mais ses yeux étaient toujours ailleurs, pensant déjà à la prochaine chose. Comment mes petits-enfants venaient avec leurs parents, polis et gentils, mais me traitaient comme une pièce de musée, intéressante pendant quelques minutes, puis prêts à passer à autre chose. Je n'étais pas en colère. Je comprenais. Ils avaient des vies, des emplois, des prêts immobiliers, des disputes avec leurs conjoints et des inquiétudes pour leurs propres enfants. Ils m'aimaient de la façon dont les gens aiment quelqu'un qu'ils voient de loin, chaleureusement, mais pas urgemment. Et c'est alors que j'ai commencé à comprendre quelque chose que la plupart des gens ne découvrent que quand il est trop tard. La famille n'est pas un filet de sécurité. C'est un espoir. Un espoir qu'ils seront disponibles. Un espoir qu'ils auront le temps, l'énergie, les ressources pour intervenir quand vous en avez besoin. Un espoir que l'amour se traduira d'une manière ou d'une autre en présence. Mais l'espoir n'est pas un plan, et j'avais besoin d'un plan. Le premier pilier, l'argent qui ne s'excuse pas. La première chose que j'ai faite, la toute première chose, c'est d'ouvrir mon chéquier. Je sais que ça semble froid, pas romantique, peut-être même un peu cynique, mais j'ai 83 ans. Et je peux vous dire ceci avec une certitude absolue. Les gens qui disent que l'argent n'a pas d'importance sont ceux qui n'ont jamais eu à le mendier. Je me suis assise à ma table de cuisine un mardi après-midi avec chaque facture, chaque relevé, chaque bout de papier qui avait un chiffre dessus. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Richard s'en occupait. Après sa mort, j'ai juste continué, payant ce qui devait être payé, espérant qu'il y en aurait assez, mais je ne savais pas vraiment, alors j'ai regardé, et ce que j'ai trouvé m'a terrifiée. J'avais des économies, oui, mais pas assez pour couvrir une vraie urgence, pas assez pour payer de l'aide si je tombais malade, pas assez pour éviter de devenir un fardeau pour quelqu'un d'autre. J'ai pensé à mon amie Dorothée, qui avait vécu à 3 pâtés de maison jusqu'à l'année dernière. Dorothée avait été enseignante toute sa vie. Sensée, prudente, mais elle n'avait pas prévu le long et lent déclin qui était venu après son AVC.
Elle avait emménagé chez sa fille, temporairement, ne cessait-elle de dire. Temporairement s'était transformé en 8 mois, puis 1 an, puis le silence. J'ai vu sa fille à l'épicerie une fois, des mois plus tard. Elle avait l'air épuisée. Quand j'ai demandé comment allait Dorothée, elle a souri avec raideur et a dit « On se débrouille ». Se débrouiller. Ce mot a toujours sonné comme une reddition pour moi. Je ne voulais pas qu'on se débrouille avec moi. Je ne voulais pas que mes enfants se tiennent dans leur cuisine tard le soir, chuchotant sur quoi faire de moi. Je ne voulais pas entendre cette tension dans leur voix, l'amour mélangé au ressentiment mélangé à la culpabilité. Alors j'ai pris une décision. J'ai appelé ma banque. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui comprenait les chiffres mieux que moi. J'ai posé des questions que j'aurais dû poser il y a des décennies. De combien avais-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui se passerait si je vivais encore 10 ans? Encore 20? Les réponses n'étaient pas réconfortantes. Mais elles étaient honnêtes. Et l'honnêteté, j'ai appris, est la seule fondation sur laquelle il vaut la peine de construire. J'ai coupé les choses dont je n'avais pas besoin. J'ai arrêté d'acheter des vêtements que je ne porterai jamais. J'ai annulé les abonnements à des magazines que je ne lisais pas. J'ai appris à dire non à mes petits-enfants quand ils demandaient de l'argent, pour l'essence, pour les factures, pour des choses qu'ils résoudraient par eux-mêmes si je n'étais pas là pour arranger. Ça faisait mal au début. Je me sentais égoïste. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Chaque euro que j'économisais n'était pas une question d'avarice. C'était une question de dignité. C'était être capable d'appeler un réparateur quand la chaudière tombait en panne, au lieu d'attendre 3 jours que mon fils trouve le temps. C'était payer pour un transport chez le médecin au lieu de réorganiser l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. C'était regarder mon compte en banque et savoir que je pouvais survivre à la prochaine crise sans décrocher le téléphone et demander de l'aide. L'argent ne m'a pas rendu invincible, mais il m'a rendu libre. Le deuxième pilier, un corps qui répond encore. Le deuxième pilier m'est venu au milieu de la nuit. Je m'étais levée pour aller aux toilettes, quelque chose qui arrive plus souvent maintenant que je voudrais l'admettre, et en retournant au lit, j'ai trébuché. Pas gravement. Je me suis rattrapée au chambranle de la porte, mais pendant une fraction de seconde, j'ai senti mon poids basculer, mon équilibre glisser, et j'ai pensé, c'est ça. Et c'est comme ça que ça arrive. Je suis restée là dans le couloir sombre, ma main pressée contre le mur, mon cœur battant la chamade, et j'ai pensé à mon voisin, Monsieur Carlson. Monsieur Carlson était tombé dans sa cuisine 3 mois plus tôt, seul. Il était resté allongé là pendant 6 heures avant que quelqu'un ne le trouve. Quand l'ambulance est arrivée, il ne pouvait plus marcher. Quand il a quitté l'hôpital, il ne pouvait plus vivre seul. Je le voyais dans son jardin tous les matins, arrosant ses roses. Maintenant, sa maison était vide. Sa fille l'avait installé dans un établissement à 2 départements de là. Je ne l'ai plus jamais revu. Cette nuit-là, debout dans mon couloir, j'ai réalisé quelque chose que je prétendais ne pas être vrai. Mon corps me lâchait. Pas dramatiquement, pas d'un coup, mais de petites manières discrètes que j'avais ignorées parce que les reconnaître semblait admettre la défaite. Mes genoux me faisaient mal quand je restais debout trop longtemps. Mes mains ne saisissaient plus les choses comme avant. J'étais essoufflée en marchant jusqu'à la boîte aux lettres. Je me disais que c'était normal, juste le vieillissement, rien d'inquiétant. Mais l'inquiétude et la préparation ne sont pas la même chose. Le lendemain matin, j'ai appelé mon médecin, pas parce que j'étais malade, mais parce que j'avais besoin de savoir avec quoi je travaillais. Elle a fait des tests, analyse de sang, tension artérielle, densité osseuse, des choses que j'avais évitées parce que je ne voulais pas de mauvaises nouvelles, et les nouvelles n'étaient pas géniales. Mais ce n'était pas non plus une catastrophe. C'était juste de l'information. Mes os s'amincissaient. Mon équilibre était défaillant. Ma masse musculaire était plus basse qu'elle n'aurait dû l'être. « Vous devez bouger plus, dit-elle, pas méchamment. Marchez, s'étirer, soulevez des poids légers si vous pouvez. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. » Ces 4 mots se sont logés dans ma poitrine.
J'ai commencé petit, si petit que c'en était presque embarrassant. J'ai marché jusqu'au bout de mon allée et retour, puis jusqu'au coin, puis autour du pâté de maison. J'ai acheté un ensemble de bandes de résistance à la pharmacie et j'ai suivi une vidéo que j'ai trouvée en ligne, une femme joyeuse de la moitié de mon âge, démontrant des exercices pour seniors actifs. J'ai détesté chaque seconde, mais j'ai continué. Parce que voilà ce que j'ai finalement compris, après des décennies à laisser mon corps s'occuper de lui-même. La force n'est pas une question d'apparence. C'est une question de rester debout. C'est pouvoir se lever d'une chaise sans aide. C'est porter les courses sans avoir besoin de quelqu'un pour tenir la porte. C'est monter un escalier et ne pas avoir l'impression que vos poumons vont lâcher. C'est ne pas devenir quelqu'un qui doit attendre d'être secouru. Chaque fois que je bougeais, chaque pas, chaque étirement, chaque petit effort, j'achetais du temps. Du temps avant d'avoir besoin d'un déambulateur. Du temps avant de ne plus pouvoir vivre seul. Du temps avant que mes enfants ne doivent commencer à prendre des décisions sur quoi faire de moi. Je n'essayais pas de vivre éternellement. J'essayais de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible. Et ça, j'ai réalisé, c'était la différence entre espérer que quelqu'un prendrait soin de moi et m'assurer que je pouvais encore prendre soin de moi-même. Le troisième pilier, des gens qui ne sont pas obligés. Le troisième pilier est apparu un jeudi après-midi et j'ai failli ne pas le remarquer. J'étais dans la queue à la poste, une de ces longues files lentes où tout le monde a l'air légèrement irrité et personne n'établit de contact visuel. La femme devant moi s'est retournée. Elle était plus jeune que moi, peut-être au milieu de la soixantaine, avec des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. « C'est ridicule, marmonna-t-elle, faisant un geste vers la file. Ça fait 20 minutes que je suis là. » J'ai hoché la tête. « Je ne pense pas qu'il s'en soucie. » Elle a ri. Un vrai rire, pas poli. « Non, il ne s'en soucie définitivement pas. » Nous avons commencé à parler. De petites choses. Le temps, le prix des timbres. Comment la poste avait 4 guichetiers avant et maintenant il n'y en avait qu'un. Quand nous avons atteint le comptoir, je savais qu'elle s'appelait Viviane, qu'elle habitait à 3 kilomètres et qu'elle venait à cette poste chaque semaine pour envoyer des colis à sa petite fille en Bretagne. Même heure la semaine prochaine, dit-elle en partant, à moitié en plaisantant. Mais la semaine suivante, elle était là, et celle d'après. C'est devenu une routine. Nous nous rencontrions, nous plaignions de la file, parlions pendant 10 ou 15 minutes, puis repartions chacune de notre côté. Ce n'était pas profond. Nous ne partagions pas nos histoires de vie, ni ne pleurions sur les épaules l'une de l'autre, mais c'était quelque chose. Et ce quelque chose comptait plus que je ne l'avais prévu. Parce que voilà ce qui me manquait depuis des années, sans que je m'en rende compte. J'avais de la famille, mais je n'avais pas de gens. La famille vous aime parce qu'elle le doit. Ils se présentent pendant les fêtes. Ils appellent quand ils se souviennent. Ils se sentent coupables quand ils ne le font pas. Mais les gens, les vrais gens, ceux que vous choisissez, ils se présentent parce qu'ils le veulent. J'ai commencé à les remarquer après ça. La femme à la bibliothèque qui recommandait toujours des livres qu'elle pensait que j'aimerais. L'homme qui promenait son chien devant ma maison tous les matins et saluait de la main. La caissière à l'épicerie qui se souvenait que je détestais les sacs en plastique. Ce n'était pas vraiment des amitiés. C'était des connexions, petites, ordinaires, faciles. Et elles rendaient le monde moins vide. Je vais vous dire ce qui s'est passé ensuite. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Les piliers dont je vous parle, ils ne sont pas arrivés tous en même temps. Ils n'ont pas tout réglé. Ils étaient discrets, graduals, construites une petite décision à la fois. Et le plus important, celui qui a tout changé, je ne l'ai même pas vu venir. J'ai commencé à aller à un centre communautaire le mardi matin, pas parce que j'étais seule, ou du moins c'est ce que je me disais, mais parce qu'ils avaient un cours de yoga sur chaise, et mon médecin avait dit que je devais bouger plus. La première semaine, je me suis assise au dernier rang et n'ai parlé à personne. L'instructrice était une femme dans la cinquantaine, avec le genre d'énergie joyeuse qui me fatiguait rien qu'en la regardant.
Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « respirez dans l'étirement » et « écoutez votre corps », ce qui me semblait être le genre de conseil qui semble sage mais ne signifie rien. Mais j'ai continué. À la 3e semaine, la femme à côté de moi, Ruth, 71 ans, avec des cheveux gris courts et une attelle au genou gauche, s'est penchée et a chuchoté. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que signifie respirer dans l'étirement ou c'est juste moi? J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. Après le cours, nous sommes sortis ensemble. Elle m'a parlé de son opération du genou. Je lui ai parlé de mes problèmes d'équilibre. Nous sommes restés dans le parking pendant 20 minutes, parlant de médecins et de physiothérapie, et de comment personne ne vous dit que vieillir n'est pas un grand événement. C'est 1000 petites pertes que vous devez naviguer seul. Mes enfants pensent que je suis dramatique, dit-elle. Ils me disent que je me débrouille bien pour mon âge, comme si c'était censé être réconfortant. J'ai hoché la tête. Les miens aussi. Nous avons échangé nos numéros. Pas parce que nous avions prévu quelque chose, juste parce que ça semblait être la chose à faire. Une semaine plus tard, elle a appelé. « Je vais à l'épicerie. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Je n'en avais pas besoin. Mais j'ai dit oui quand même. Elle est venue me chercher. Nous avons passé 1 heure à déambuler dans les allées, parlant de rien, des recettes que nous faisions avant, des petits-enfants qui ne visitaient pas assez, le prix de tout qui augmentait. Ce n'était pas profond. Ce n'était pas intense, mais c'était facile. Et j'ai réalisé, debout dans l'allée des céréales, avec Ruth débattant si les flocons d'avoine de marque Magasin étaient aussi bons que la marque, que c'était ce qui me manquait. Pas quelqu'un pour me sauver. Quelqu'un avec qui partager. La famille porte l'obligation. Même quand ils vous aiment, il y a un poids, des attentes, l'histoire. La connaissance tacite qu'ils sont censés s'en soucier, ce qui parfois rend plus difficile pour eux de vraiment se présenter sans que le ressentiment ne s'infiltre. Mais Ruth ne me devait rien, et peut-être que c'est pour ça que ça comptait. Le 4e pilier, quelque chose qui a besoin de vous. Le 4e pilier est arrivé sur mon seuil. Littéralement, j'ai entendu un bruit un soir, un grattement doux et insistant à la porte arrière. Quand je l'ai ouverte, il y avait un chat dépenaillé, maigre, une oreille déchirée à la pointe. Il m'a regardé avec des yeux jaunes qui ne contenaient aucune affection, seulement du calcul. Je ne voulais pas de chat. Richard et moi n'avions jamais été des gens à animaux. Trop de désordre, trop de responsabilités. Mais j'ai mis dehors une assiette de thon. Juste une fois. Le chat est revenu le soir suivant. Et celui d'après. Je l'ai appelé Arthur. Oui, Arthur, parce qu'elle me rappelait quelqu'un que j'avais connu il y a longtemps. Têtue, indépendante, ne se présentait que quand ça lui convenait. En 2 semaines, elle dormait sur mon porche. En 1 mois, elle dormait dans ma cuisine. Je me disais que je la nourrissais juste jusqu'à ce que je lui trouve un vrai foyer. Mais je n'ai pas cherché très fort. Parce que voilà ce à quoi je ne m'attendais pas. Arthur m'a donné une raison de me lever. Chaque matin, elle s'asseyait près de la porte, attendant. Pas affectueusement, Arthur n'était pas affectueuse, mais avec attente. Elle avait besoin que je la nourrisse, que je la laisse entrer, que j'existe d'une manière spécifique à un moment spécifique. Et ça comptait plus que je ne le pensais. J'ai commencé à structurer ma journée autour d'elle. Nourrissage du matin, nourrissage du soir. La brosser 1 fois par semaine, même si elle détestait ça, et j'ai les cicatrices pour le prouver. Ça semble petit, peut-être même pathétique, mais ça ne l'était pas. C'était un but, pas le genre grand et significatif dont les gens parlent dans les discours de remise de diplôme. Juste le genre discret et quotidien qui vous garde attaché au monde. J'ai pensé à mon amie Éléonore, qui était morte 2 ans plus tôt. Éléonore avait vécu seule pendant 1 décennie après le décès de son mari. Pas d'animaux, pas de passe-temps, juste attendre que ses enfants visitent. Ils venaient 1 fois par mois, parfois moins. Et Éléonore passait le temps à attendre. Elle avait l'habitude de m'appeler et de parler pendant des heures de rien. Pas parce qu'elle avait quelque chose à dire, juste parce que le silence dans sa maison était insupportable.
Arthur ne remplissait pas le silence avec de la conversation, mais elle le remplissait de présence. Et la présence, j'ai appris, est son propre genre de remède. Le 5e pilier, un esprit que vous n'avez pas abandonné. J'ai trouvé le livre de bibliothèque par accident. Il était coincé sur une étagère dans le coin arrière. Les stoïciens, un guide pour débutants, et je ne l'ai pris que parce que je tuais le temps avant que Ruth me rejoigne pour le déjeuner. Je n'avais jamais été une grande lectrice, trop occupée à élever des enfants, travailler, gérer la maison. Les livres semblaient des luxes pour lesquels je n'avais pas le temps. Mais j'avais 83 ans. Si pas maintenant, quand? Je l'ai emprunté. Ce soir-là, j'ai lu le premier chapitre, assise dans le vieux fauteuil de Richard, Arthur roulé en boule à mes pieds. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon esprit se réveiller. Pas d'une manière dramatique, mais dans la réalisation calme et surprenante que je l'avais laissé s'atrophier. J'avais traité mon cerveau comme quelque chose qui avait déjà servi son but, utile quand j'étais plus jeune, moins nécessaire maintenant. Mais en lisant ce livre, essayant de comprendre des idées que je n'avais jamais considérées auparavant, je me sentais vive, curieuse, vivante. J'ai commencé à lire plus, pas seulement de la philosophie, bien que je revenais sans cesse aux stoïciens, à Marc Aurèle, et son insistance étrange et réconfortante que la plupart de ce dont nous nous inquiétons n'a pas d'importance. J'ai lu de l'histoire, des mémoires, même un roman, bien que j'ai abandonné à mi-chemin parce que l'intrigue n'avait aucun sens. Mais l'acte de lire, de me concentrer, d'apprendre, d'absorber quelque chose de nouveau, ça a changé quelque chose en moi. Mon petit-fils Benjamin, le plus jeune des 3 garçons de David, l'a remarqué. Il est passé un après-midi et a vu la pile de livres sur ma table basse. « Grand-mère, dit-il en souriant, vous devenez philosophe ?» J'ai ri. Je deviens quelqu'un qui ne veut pas que son cerveau se transforme en bouillie. Il s'est assis en face de moi, soudainement sérieux. « Vous savez, vous pourriez faire plus que juste lire. »« Que veux-tu dire ?»« Vous pourriez, je ne sais pas, le partager. Vous me dites toujours des choses qui ont vraiment du sens. La plupart des gens parlent juste pour remplir l'espace. Mais vous, il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. Vous avez vécu des choses. Vous comprenez des choses. Je ne savais pas quoi dire à ça, mais ça m'est resté. Quelques semaines plus tard, Benjamin est revenu avec une idée. « Grand-mère, dit-il, assis à ma table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert. Je veux construire quelque chose avec vous. »« Construire quoi ?»« Une application. » Je l'ai fixée. « Une application. » « Oui, pour des femmes comme vous. Des femmes qui... » Il s'arrêta, recommença. « Des femmes qui ne veulent pas juste... abandonnées, qui veulent rester indépendantes. Forts, lucides. Benjamin, je ne connais rien aux applications. Vous n'avez pas besoin. Je m'occuperai de la partie technique. Mais vous... » Il tapota la pile de livres à côté de lui. Vous savez ce qui fonctionne vraiment, ce dont les gens ont besoin. Je veux mettre ça quelque part où ils peuvent l'utiliser. Tous les jours, je n'ai pas dit oui tout de suite. Mais j'ai pensé à Éléonore, qui n'avait eu aucune structure, aucun but, aucune raison de garder son esprit engagé. J'ai pensé à Dorothée, qui avait emménagé chez sa fille et avait lentement arrêté de parler, arrêté de penser, arrêté d'être autre chose que quelqu'un qui avait besoin d'être géré. J'ai pensé à Ruth, qui m'avait dit la semaine dernière qu'elle oubliait des choses, des petites choses, des noms, des dates. Ça me fait peur, avait-elle dit doucement. Alors j'ai dit oui. Benjamin et moi avons passé 2 semaines à le construire. Enfin, il a passé 2 semaines à coder, dormant à peine, survivant au café et à l'obstination. J'ai passé 2 semaines à lui dire tout ce que j'avais appris, tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des décennies. Nous l'avons appelé l'application Liberté. Pas parce que ça sonnait bien, mais parce que c'est ce que c'était. Un espace où des femmes comme moi, des femmes de plus de 60 ans qui en avaient assez d'être écartées, gérées et gentiment mises de côté,
pouvaient trouver ce dont elles avaient besoin pour rester libres. Des bilans quotidiens, des rappels, des exercices qui fonctionnaient vraiment pour des corps comme le mien. Des guides pour établir des limites, rester connecté, garder l'esprit vif. Et une fonctionnalité sur laquelle Benjamin insistait, un moyen de me parler, à tout moment. Elles ont besoin d'entendre votre voix, grand-mère, dit-il. Pas des absurdités automatisées. Vous, quand nous l'avons lancé, je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais en une semaine, j'ai commencé à recevoir des messages. Des femmes comme Ruth, comme Dorothée, comme Éléonore, si elle avait encore été en vie. Des femmes qui disaient « C'est la première chose qui me fait sentir que je ne suis pas juste en train d'attendre de m'effondrer. » Une femme, elle s'appelait Diane, a écrit « J'utilise le guide de prévention des chutes depuis 3 semaines. Hier, j'ai trébuché sur mon perron et je me suis rattrapée. Je ne suis pas tombée. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas tombée. » Une autre, Barbara, a dit « La section sur l'établissement des limites a tout changé. J'ai dit à ma fille que je ne pouvais plus garder les enfants tous les week-ends, et elle ne s'est pas fâchée. Elle a dit « D'accord, maman. » C'est tout. J'avais eu peur pour rien. Mon fils David a découvert l'application le mois dernier. Il n'était pas content. « Maman, dit-il au téléphone, sa voix tendue, qu'est-ce que tu fais ? Que veux-tu dire ? Une application. Tu as 83 ans. C'est les gens vont penser. Penser quoi ? Il soupira. Qu'on profite de toi, que Benjamin t'exploite. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Benjamin a passé 2 semaines à construire ça gratuitement. Pour moi, pour les femmes qui en ont besoin. En quoi est-ce de l'exploitation ? C'est embarrassant. Ce mot embarrassant. Comme si vivre pleinement à 83 ans était quelque chose dont il fallait avoir honte. David, dis-je calmement, j'apprécie ton inquiétude, mais je ne vais pas la retirer. Le reste de la famille est d'accord avec moi. Alors ils peuvent être embarrassés ensemble. Il n'en a plus parlé depuis. Mais je sais qu'ils sont toujours mal à l'aise avec ça. Ma fille Suzanne l'a mentionné la semaine dernière prudemment. « Maman, es-tu sûre que c'est nécessaire ?» Je voulais dire oui, parce que des femmes m'écrivent tous les jours en disant que ça les a sauvées. Parce que Diane n'est pas tombée. Parce que Barbara a établi une limite. Parce que c'est la première fois depuis des décennies que j'ai l'impression de construire quelque chose au lieu de simplement survivre. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit « ça aide les gens ». C'est suffisant pour moi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Ma famille pourrait finir par me faire pression pour que je la retire. Ils pensent que je devrais agir selon mon âge. Mais tant qu'une femme me dit que ça l'aide, je la garde. Si vous en avez besoin, elle est là. Le 6e pilier, la capacité de lâcher prise sans se briser. Le 6e pilier m'est venu sous la forme d'un appel téléphonique que je ne voulais pas répondre. C'était ma fille Patricia. Nous ne nous étions pas parlé depuis 3 mois, pas à cause d'une dispute, exactement, mais à cause du genre de distance lente et douloureuse qui grandit quand 2 personnes ne savent plus comment se parler. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Maman ? » ?»« Salut ma chérie. » Il y eut une longue pause. Puis, « Je suis désolée de ne pas avoir appelé. »« Ce n'est pas grave. »« Non, ça ne l'est pas. » Les choses ont été... Elle s'arrêta. Et commença. « J'ai été en colère contre toi, pendant longtemps, et je ne sais même pas si c'est juste. » Ma poitrine se serra. « Pourquoi es-tu en colère ?» demandai-je doucement. Une autre pause. « Tu n'as jamais été douce. Tu sais, tu étais là, tu nous nourrissais, tu gardais la maison propre, tu te présentais, mais tu n'as jamais été chaleureuse. » J'ai fermé les yeux. « Et je sais que ce n'est pas ta faute. » continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. « Je sais que tu faisais de ton mieux, mais ça faisait mal. Et je pense que je t'ai puni pour ça sans le vouloir. » Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste dit la vérité. « Tu as raison. » Elle se tut. « Je n'étais pas chaleureuse, continuai-je. Je ne savais pas comment l'être. Ma mère ne l'était pas. Sa mère ne l'était pas. Je pensais que l'amour signifiait se présenter. Et je l'ai fait, mais je ne t'ai pas donné de tendresse. Et je suis désolée,
Patricia a commencé à pleurer. Des sons doux et étouffés au téléphone. « Je suis désolée aussi », chuchota-t-elle. Nous avons parlé pendant 1 heure après ça, sans tout réparer, sans effacer des décennies. Mais, en commençant, quand nous avons raccroché, je me suis assise dans le silence de ma cuisine. Arthur roulait en boule sur la chaise à côté de moi et j'ai réalisé quelque chose. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie relâcher votre emprise sur ce que les choses étaient censées être pour pouvoir tenir ce qui est réellement là. Je ne pouvais pas changer la mère que j'avais été. Je ne pouvais pas donner à Patricia l'enfance qu'elle méritait. Mais je pouvais arrêter de me défendre, arrêter de prétendre que ça n'avait pas d'importance. Je pouvais juste être désolée. Et le penser vraiment, c'est le pilier final, pas la force. Pas la résilience, pas le refus de se briser, mais se permettre de plier, admettre que vous aviez tort, accepter que certaines choses ne peuvent pas être réparées, seulement pleurer. Arrêter de s'accrocher si fort à qui vous pensiez devoir être, que vous manquez qui vous pourriez encore être. J'ai 23 ans. J'ai de l'argent qui ne demande pas la permission, un corps qui répond encore quand je l'appelle. Des gens qui se présentent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Un chat nommé Arthur qui a besoin de moi, un esprit qui n'a pas abandonné. Et la capacité, enfin, de lâcher prise sans me briser. Ces 6 choses m'ont soutenu plus que la famille n'aurait jamais pu le faire. Pas parce que ma famille ne m'aime pas, mais parce que l'amour à lui seul n'est pas une infrastructure, et j'avais besoin de quelque chose sur quoi me tenir. Mais je n'avais pas fini. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pas vu venir jusqu'à ce que ça me force à le regarder directement. C'est arrivé un samedi matin, début octobre. Sarah a frappé à ma porte, 2 coups rapides, comme elle le faisait toujours quand Emma était avec elle. Et quand je l'ai ouverte, j'ai immédiatement vu que quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient rouges. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon désordonné. Emma se tenait à côté d'elle, inhabituellement silencieuse, agrippant la main de sa mère. « Marguerite, dit Sarah, sa voix à peine stable. Je suis vraiment désolée de demander, mais est-ce qu'Emma peut rester avec vous aujourd'hui? Juste quelques heures. J'ai besoin de... » Elle s'arrêta, déglutit difficilement. « Bien sûr, dis-je, m'écartant. » Emma entra sans hésitation et alla directement à la table de la cuisine, où j'avais travaillé sur des mots croisés. Sarah s'attarda à la porte. « Ma sœur est à l'hôpital, dit-elle doucement. Accident de voiture. Elle va bien, mais sa voix se brisa. Je dois aller là-bas, et mon mari est en déplacement, et je ne peux pas emmener Emma à l'hôpital maintenant, et je... Sarah, dis-je fermement. Vas-y, elle va bien ici. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Le visage de Sarah se froissa pendant juste 1 seconde avant qu'elle se redresse, hoche la tête et parte. J'ai fermé la porte et me suis retournée pour trouver Emma qui me regardait. « Est-ce que ma tante va aller bien ?» demanda-t-elle. « Je pense que oui, dis-je honnêtement. Ta maman ne partirait pas si ce n'était pas sûr. » Emma hocha la tête, apparemment satisfaite, et retourna aux mots croisés. Je lui ai fait déjeuner. Nous avons regardé un documentaire animalier sur les loups. Elle a fait ses devoirs à ma table de cuisine pendant que je pliais le linge. C'était calme, facile. Et puis vers 4 heures, je l'ai senti, une lourdeur dans ma poitrine, une oppression qui rendait difficile de respirer profondément. Je me suis assise, essayant de ne rien montrer sur mon visage. Emma leva les yeux de sa feuille de mathématiques. « Mademoiselle Marguerite, vous allez bien ?» « Je vais bien, ma chérie, juste un peu fatiguée. Mais je n'allais pas bien. » L'oppression empirait. Je me sentais étourdie. Mes mains commençaient à trembler légèrement. Je pensais, pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant. Emma me regardait toujours, son visage trop perspicace pour une enfant de 8 ans. « Vous devez vous allonger ?» demanda-t-elle. « Peut-être juste 1 minute. » Je me suis déplacée vers le canapé. Emma a suivi, s'asseyant par terre à côté de moi, sa petite main reposant sur mon bras. « Je devrais appeler ma maman ?» demanda-t-elle doucement. « Non, dis-je rapidement. Ta maman a assez de soucis pour l'instant. » Mais Emma atteignait déjà mon téléphone sur la table d'appoint.
Je l'appelle, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Parce que c'est ce qu'on est censé faire quand quelqu'un ne se sent pas bien. Je voulais discuter, mais je n'avais pas l'énergie. Sarah répondit à la deuxième sonnerie, sa voix tendue d'inquiétude. Emma expliqua avec des mots clairs et soigneux que je ne me sentais pas bien, que j'étais allongée, qu'elle ne savait pas si c'était grave, mais qu'elle pensait que quelqu'un devait savoir. J'entendis la voix de Sarah à travers le téléphone, rapide et paniquée, posant des questions. Emma me tendit le téléphone. « Marguerite, dit Sarah, ai-je besoin de revenir? Avez-vous besoin d'une ambulance? » Non, dis-je, bien que ma voix sonnait plus faible que je ne le voulais. J'ai juste besoin de me reposer. Je vais bien. Marguerite, je promets, si ça empire, j'appellerai quelqu'un, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de m'asseoir. Emma est ici. Elle va bien. Reste avec ta sœur. Il y eut une longue pause. D'accord, dit Sarah finalement, bien qu'elle ne semblait pas convaincue. Mais si quoi que ce soit change, quoi que ce soit, tu m'appelles, ou tu appelles le 15. Promets-le-moi. Je promets. Je rendis le téléphone à Emma, qui le posa doucement sur la table basse. Puis elle fit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle grimpa sur le canapé à côté de moi, prudemment, comme si elle avait peur de me faire mal, et se blottit contre mon côté. « Je vais rester juste ici, dit-elle doucement, pour que vous ne soyez pas seul. » J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la peur, pas de la douleur, quelque chose de plus profond. J'ai réalisé, allongée là avec cette petite enfant pressée contre mes côtes, que j'avais passé toute ma vie terrifiée d'être un fardeau, terrifiée d'avoir besoin d'aide, terrifiée de demander, terrifiée d'être la personne pour qui quelqu'un devait réorganiser sa journée. Mais Emma ne me voyait pas comme un fardeau, elle me voyait comme quelqu'un qui valait la peine qu'on s'assoie à côté. Et peut-être, juste peut-être, c'était ce qui me manquait depuis toujours. Le 7e pilier, le courage d'être nécessaire et d'avoir besoin en retour. L'oppression dans ma poitrine s'est estompée après environ 20 minutes. Ma respiration s'est régularisée. Quoi que ce soit, panique, épuisement, mon corps me rappelant que je n'étais pas invincible, s'est passé. Mais quelque chose d'autre est resté. Emma et moi sommes restés assises ensemble sur ce canapé jusqu'au retour de Sarah, juste après 7 heures. Quand Sarah franchit la porte, son visage pâle et tiré, Emma courut immédiatement vers elle. « Tante Kelly va bien, » dit Sarah, serrant sa fille fort dans ses bras. Elle s'est cassé le bras, mais elle va bien. Puis elle me regarda, toujours assise sur le canapé, et son expression changea en inquiétude. « Comment allez-vous? »« Mieux, dis-je. » Et je le pensais vraiment. Sarah mit Emma au lit chez elle, puis revint. Elle frappa doucement, entra sans attendre de réponse, et s'assit dans la chaise en face de moi. « Vous m'avez fait peur, dit-elle. Je me suis fait peur à moi-même. Marguerite, et si quelque chose avait vraiment été grave? Et si Emma avait été ici seule avec vous, et que vous aviez... » Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. « Je sais, dis-je doucement. Vous ne pouvez pas continuer à prétendre que vous allez bien tout le temps. Vous ne pouvez pas continuer. » Sa voix se brisa. « Vous ne pouvez pas continuer à agir comme si vous n'aviez besoin de personne. Parce que vous en avez besoin. Nous en avons tous besoin. » Je la regardai. Cette femme qui n'était pas ma fille, qui ne me devait rien, qui avait sa propre vie et ses propres crises et sa propre épuisement. Et j'ai dit quelque chose que je retenais depuis trop longtemps. J'ai terriblement peur d'être un fardeau. Le visage de Sarah s'adoucit. « Vous n'êtes pas un fardeau, Marguerite. Vous êtes... » Elle s'arrêta, cherchant les bons mots. « Vous faites partie de ma vie. Vous récupérez Emma quand je ne peux pas. Vous restez avec elle quand je suis débordée. Vous ne m'avez jamais fait sentir que je demandais trop. Pourquoi pensez-vous que je ressentirais différemment à votre égard? » Je n'avais pas de réponse. « Nous prenons soin l'une de l'autre, » continua Sarah. « C'est ça. Pas vous qui m'aidez, pas moi qui vous aide. Les deux. » Et voilà, le 7e pilier. Pas l'indépendance, pas l'autosuffisance, l'interdépendance. La capacité de donner et recevoir sans compter les points. De laisser quelqu'un s'asseoir à côté de vous quand vous êtes faible.
d'admettre qu'avoir besoin d'aide ne vous diminue pas. Cela vous rend humaine. J'avais passé tellement de ma vie à construire des murs, m'assurant de ne jamais demander trop, de ne jamais m'appuyer trop fort, de ne jamais devenir la personne que quelqu'un devait porter. Mais en faisant cela, j'avais aussi fait en sorte que personne ne puisse vraiment m'atteindre. J'avais confondu la force avec l'isolement. Et l'isolement, j'apprenais, n'était pas la force du tout. C'était juste la solitude portant un déguisement. La semaine suivante, j'ai pris une décision. J'ai appelé Ruth, puis j'ai appelé Viviane de la Poste, avec qui je parlais depuis des mois mais que je n'avais jamais invitée. Je leur ai demandé à toutes les deux de venir chez moi jeudi après-midi. Quand elles sont arrivées, j'ai servi du thé, simple, rien de fantaisiste, et nous nous sommes assises dans mon salon, toutes les trois, pendant qu'Arthur regardait depuis le rebord de la fenêtre avec un léger dédain. « Je dois vous dire quelque chose, dis-je. » Elles me regardèrent toutes les deux, attendant. J'ai eu une alerte santé la semaine dernière. Rien de grave, mais ça m'a fait réaliser quelque chose. J'ai eu tellement peur d'être un fardeau que j'ai été seule. Et je ne veux plus être seule. Ruth posa sa tasse de thé. Aucune de nous ne le veut. Alors je demande, continuai-je, ma voix plus ferme maintenant. Si quelque chose arrive, si je tombe malade, si j'ai besoin d'aide, puis-je vous appeler, pas parce que vous me devez quelque chose, mais parce que j'ai besoin de gens. Et j'aimerais que ces gens soient vous. Viviane sourit, ses yeux brillants. Bien sûr, mais seulement si c'est valable pour nous aussi. J'ai hoché la tête. Ça l'est. Et juste comme ça, quelque chose a changé. Nous avons fait un pacte cet après-midi-là, un accord petit et informel. Nous prendrions des nouvelles les unes des autres. Pas tous les jours. Aucune de nous ne voulait être étouffée. Mais régulièrement, un SMS, un appel téléphonique, une visite rapide. Nous partagerions nos numéros de téléphone avec les familles de chacune, juste au cas où. Nous serions honnêtes quand nous aurions besoin d'aide au lieu de prétendre que tout allait bien. Nous nous laisserions entrer. Ce n'était pas un arrangement formel de soins. Ce n'était pas un remplacement pour la famille. C'était juste réel. 3 femmes dans la soixantaine et la 80aine, construisant un filet les unes sous les autres. Pas parce que nous le devions, parce que nous voulions survivre et peut-être même prospérer ensemble. J'ai pensé à l'été 1974 cet après-midi-là. Arthur, pas le chat, l'autre Arthur, m'avait dit quelque chose une fois, assis sur le capot de sa voiture devant le café où j'allais prendre un café pendant ma pause. « Tu sais quel est ton problème, Marguerite ?» avait-il dit, plissant les yeux vers moi à travers la fumée de cigarette. « Tu penses que tu dois tout faire seul, comme si demander de l'aide était une sorte d'échec. » Je l'avais écarté en riant à l'époque. Je lui avais dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Mais il avait raison. Et il m'a fallu 50 ans pour le comprendre. Je ne parle toujours pas beaucoup de cet été. De qui était Arthur, ce qu'il signifiait, pourquoi je pense à lui plus maintenant qu'à l'époque. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pas encore. Certains souvenirs sont comme de vieilles photographies que vous gardez dans un tiroir. Vous savez qu'elles sont là, et parfois vous les sortez et les regardez, mais vous n'êtes pas prête à les encadrer sur le mur. Pas encore. J'ai vu ma fille Léa le mois dernier. Elle est passée sans prévenir, ce qu'elle ne fait presque jamais, et s'est assise à ma table de cuisine avec une tasse de café qu'elle n'a pas bu. « Maman, dit-elle après un long silence, je dois m'excuser. » Je levai les yeux du livre que je lisais, Marc Aurèle encore, les mêmes passages auxquels je revenais sans cesse. Pourquoi ? Pour ne pas appeler plus, pour ne pas prendre de nouvelles. Pour supposer que tu allais bien parce que tu dis toujours que tu vas bien, j'ai posé le livre. Tu as ta propre vie, Léa. Je ne m'attends pas. Je sais que tu ne t'attends à rien. C'est une partie du problème. Elle se pencha en avant, ses coudes sur la table. Tu n'attends jamais rien de nous. Et je pense que ça m'a rendu plus facile de ne pas le donner. Je ne savais pas quoi dire. J'ai vu ton application, continua-t-elle, celle que Benjamin a faite avec toi. Et j'ai lu certains des messages que des femmes t'ont envoyés. Et sa voix vacilla. J'ai réalisé que tu avais construit toute cette vie sans nous. Et une partie de moi est fière.
mais une partie de moi est triste, parce que j'aurais dû faire attention. Léa, non, laisse-moi finir. Elle prit une respiration. Je veux faire partie de ta vie. Pas juste la personne qui appelle pendant les fêtes. Je veux vraiment te connaître. Qui tu es maintenant. Pas juste qui tu étais quand j'étais enfant. J'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne. J'aimerais ça, dis-je doucement. Nous n'avons pas tout réparé cet après-midi-là. Des décennies de distance ne se dissolvent pas en une conversation. Mais c'était un début, et commencer, j'ai appris, est la partie la plus difficile. Alors voilà ce que je sais maintenant, à 83 ans. La famille est importante. Elle le sera toujours. Mais la famille seule ne suffit pas. Vous avez besoin d'argent qui vous donne des choix. Un corps qui fonctionne encore, même imparfaitement. Des gens qui choisissent de se présenter, pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils le veulent. Quelque chose qui a besoin de vous, même si c'est juste un chat dépenaillé avec une oreille déchirée. Un esprit que vous n'avez pas abandonné. La capacité de lâcher prise sur qui vous étiez censé être. Et le courage terrifiant et nécessaire d'avoir besoin des gens et de les laisser avoir besoin de vous en retour. Ces 7 piliers ne rendront pas votre vie parfaite. Ils n'effaceront pas la solitude ou la peur ou la réalité que vieillir est difficile et parfois déchirant. Mais ils vous soutiendront. Ils vous donneront une fondation assez solide pour vous tenir debout quand tout le reste semble incertain. Et ils vous rappelleront que construire une vie qui vaut la peine d'être vécue n'est pas quelque chose que vous faites une fois dans votre jeunesse, puis sur lequel vous surfez pour toujours. C'est quelque chose que vous faites chaque jour. Même à 83 ans, surtout à 83 ans, je suis toujours là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de comprendre comment bien vivre dans un corps et un monde qui continuent de changer. Arthur le chat dort sur la chaise à côté de moi. Ruth vient demain. Sarah et Emma sont à 2 portes d'ici. L'application Liberté que Benjamin et moi avons construite, elle est toujours en ligne, bien que ma famille continue de suggérer que je devrais la retirer. Ils pensent que je me ridiculise. Agis selon ton âge, maman, a dit Suzanne la semaine dernière, comme si mon âge signifiait que je devrais arrêter d'essayer. Mais des femmes continuent de m'écrire. Diane, Barbara, Carol, Jeanne, Linda, une Linda différente, pas ma fille. Elles me disent que ça aide. Qu'elles se sentent moins seules, qu'elles établissent des limites et bougent leur corps et construisent leurs propres piliers. Tant qu'elles continueront d'écrire, je la garderai. Le lien est dans le commentaire épinglé si vous en avez besoin. Et il y a quelque chose d'autre là aussi, quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, parce qu'en parler semble encore étrange. J'ai tout écrit, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Benjamin m'a aidé à rassembler tout ça en quelque chose que les gens pourraient réellement utiliser. Un livre, je suppose, bien que ce mot semble trop grandiose. C'est juste la vérité sur le vieillissement, sur l'indépendance, sur ne pas attendre d'être sauvé. J'en suis timide, si je suis honnête. Une partie de moi veut le retirer aussi. Mais si même une personne le lit et se sent moins effrayée, moins seule, moins impuissante, alors ça vaut l'inconfort. Le lien est dans le commentaire épinglé. N'attendez pas. J'ai appris qu'attendre n'est que la peur déguisée. Et vous avez attendu assez longtemps? Merci de vous être assise avec moi. Je serai ici à nouveau bientôt si vous voulez me rejoindre.